Diable Jump. Yo les bros, Luffy est un pur génie du combat, et parfois pour venir à bout de ses adversaires, il doit recourir à diverses techniques et astuces à l'originalité sans fin. C'est le cas avec certaines de ses transformations, nous connaissons les fameux gears, mais ils ne représentent qu'une partie non majoritaire des différentes formes que Luffy a adoptées dans ses différents combats depuis le début de l'aventure. Alors on parle de forme, mais surtout d'état, sauf que c'est clairement moins agréable phonétiquement. Car oui, depuis le début de One Piece, il a cumulé pas loin de 14 formes, ou états du coup, différentes. Mon désir était de faire une vidéo complète sur l'histoire de Luffy à travers ses combats et ses power-up, tout en comprenant même ses pitreries qui s'avèrent parfois efficaces. Je ne prendrai simplement pas en compte les éventuelles transformations de Luffy dans les films ou les épisodes hors sujet. Installez-vous confortablement et préparez-vous à prendre une grande bouffée de nostalgie. Forme normale, pré-ellipse. Dans un premier temps, nous avons ce qu'on peut appeler la forme normale ou du moins l'état naturel de Luffy, c'est-à-dire à son âge de 17 ans lorsqu'il prend la mer. Cette période s'étend du chapitre 1 jusqu'au chapitre 598, et c'est comme ça que nous avons vu Luffy la majeure partie du temps durant toute notre lecture de One Piece. Nous l'avons vu gagner, perdre et surtout s'améliorer. En quasiment 600 chapitres, la puissance de Luffy s'est décuplée à un point inimaginable grâce à son expérience acquise au fil de ses combats. C'est pour cette raison qu'en quelques mois, il en est passé d'une victoire sur Don Krieg, pirate incapable de tenir ce Grand Line, à une victoire sur Gecko Moria, l'un des 7 puissants grands corsaires. Sa force de frappe aura donc énormément augmenté et son panel de techniques avec. Tout ça sans tenir d'entraînement particulier. Chapitre 200. Aqua Luffy. Pendant son tout premier combat contre un Shichibukai, Crocodile en l'occurrence, il a dû recourir à bon nombre de stratégies pour s'imposer face à l'intangibilité d'un Logia. Première expérience pour lui qui est de se mesurer à ce type de fruit du démon, il a malgré tout vite compris à quel point l'eau pouvait être, ironiquement, son plus grand atout durant ce combat. Bien que très précieuse, Luffy l'a utilisée avec parcimonie pour s'en enduire les poings et ainsi toucher le corps sabeux de Crocodile, prouvant une fois de plus que derrière ces airs de Luffy se cache un véritable génie du combat. Il est allé encore plus loin en ingurgitant une grande quantité d'eau, donnant ainsi nom à sa première pseudo-transformation, Aqua Luffy. Le concept était d'une simplicité remarquable. Utiliser ses bras comme pompe afin de balancer une bulle d'eau dans le but de solidifier le corps de Crocodile. Bon, alors la scène est digne d'un numéro de cirque, mais ça marche. Il marquera ainsi l'une des plus grandes faiblesses d'utilisateur de Logia, se reposer trop facilement sur l'intangibilité au point d'en avoir une confiance aveugle. Ainsi, il pourra lui asséner un coup suffisamment puissant pour le mettre temporairement à terre. Malheureusement, ce n'était pas suffisant et Crocodile a bien failli le tuer encore une fois. Un coup du hasard fera que les derniers restes de l'Aqua Luffy le ramèneront à la vie et lui épargneront une lente agonie dans le désert aride d'Alabasta. Chapitre 281. Luffy Ultra Instinct. Oui bon, je sais, j'avais pas du tout de nom sur celui-là, je suis désolé. Le combat entre Ener et Luffy fait rage. Alors que le roi se révèle être la faiblesse naturelle du dieu, un obstacle fait encore face. Le mantra. Cette capacité, nommée plus tardivement et communément acquis de l'observation, est encore inconnue pour Luffy, mais Ener lui sait parfaitement l'utiliser. Ainsi, chacune des techniques du roi des mers se fait parer ou esquiver par le dieu des cieux. Et bon, maintenant j'arrête ce ton épique parce que la suite ne l'est pas du tout. Luffy déconnecte son cerveau pour laisser ses instincts primaires esquiver à sa place. Tout comme l'Aqua Luffy, ce n'est pas le must des transformations, mais ça fait son taf. En effet, les réflexes et l'instinct de Luffy sont tellement importants qu'Ener ne parvient lui-même plus à le toucher. Le problème, c'est qu'il est impossible de riposter, donc à part esquiver, c'est inutile. En soi, c'est pas si bête, comme d'habitude. D'ailleurs, il aura vite compris cette faiblesse et finira par agir comme le génie du combat qu'il est, en assénant de coups le mur d'or se dressant devant lui, dans le but de faire justement rebondir ses poings et ainsi empêcher une prédiction précise d'Ener avec son mantra. C'est bien la force de Luffy, apprendre de ses erreurs. Chapitre 313. Afro Luffy. Le Davy Back Fight, considéré pour beaucoup comme un arc HS tant il était long et peut-être dénué de sens, effectivement. Mais il était fun, très fun même, au point d'organiser un tournoi de boxe entre pirates et de découvrir une des formes préférées de Luffy par les lecteurs, Afro Luffy. Alors pour le coup c'est surtout très fun et peut-être une éventuelle référence au légendaire Muhammad Ali, mais derrière cette ironie se cache une véritable interrogation. En effet, d'après le très fiable Usopp, une légende perdurerait autour de la coupe afro. On dit que ce type de coiffure exacerbe le côté bestial de celui qui la porte. Est-ce le champion qui fait la coupe afro ou la coupe afro qui fait le champion? Le mystère demeure entier. Les dernières avancées scientifiques n'ont toujours pas réussi à faire la lumière sur cette énigme. Luffy, si toi aussi tu portes une coupe afro, alors ta force de frappe sera décuplée. Serait-ce alors l'un des plus grands mystères de One Piece? Des plus grands power-ups se cacheraient donc derrière une afro? Chaque puissant personnage dispose d'une coiffure unique. Le secret d'un tel pouvoir doit forcément venir d'ici. Bon, blague à part, Luffy est quand même parvenu à vaincre Foxy et le combat était même très plaisant. Pas de technique particulière à part des bons gros crochets de boxeurs comme on les aime. Malheureusement, c'était la dernière fois que nous avons eu l'occasion de voir Afro Luffy en action. Chapitre 387. Le Gear Second. On arrive au moment où j'ai eu le plus de frissons dans One Piece. Je l'ai découvert pour la première fois avec l'épisode 272, l'ambiance, les enjeux, les OST, l'animation.
Absolument tout m'avait charmé. Ça y est, enfin, Luffy a une véritable transformation sérieuse, augmentant considérablement ses aptitudes physiques. Vitesse, puissance. Seule l'endurance prend un coup puisqu'à l'époque il ne pouvait garder cette forme que quelques minutes. Mais la différence était bel et bien là. Chaque attaque de Luffy dégageait une force impressionnante et ses combats ont pris une dimension toute différente après ça. Quand on le voyait prendre position, on savait que la suite allait être épique. Le Gear Second est surtout une preuve que Luffy utilise son fruit de la meilleure des manières. Je vous rappelle que le concept de cette technique est d'accélérer l'apport en nutriments et oxygène dans ses muscles en utilisant ses jambes comme pompe afin d'augmenter la pression sanguine. Donc c'est clairement ingénieux et c'est surtout sa défaite contre Aokiji qui est à l'origine de cette technique. Comme quoi Luffy prouve qu'il n'y a pas de défaite, juste des obstacles sur une route victorieuse. Cependant, chaque utilisation à cette époque-là se soldait par une perte de son espérance de vie, empêchant donc d'exploiter cette technique au maximum. Il n'en reste pas moins l'une des techniques les plus emblématiques de One Piece et de Luffy. Chapitre 421. Gear Third. Moins charismatique mais à la grande puissance, le Gear Third de Luffy est son atout principal lui permettant de donner le coup de grâce à son adversaire. Le concept est une fois de plus très simple, insuffler de l'air dans ses os pour augmenter la taille d'une partie de son corps, pieds et mains en l'occurrence. À cette période, le Gear Third avait cependant un très grand défaut, réduire la taille de Luffy après la fin de son utilisation. Alors, je dois avouer que je n'avoir toujours pas compris l'intérêt d'un tel changement. Je pense qu'il s'agit simplement là d'un malus pour réduire drastiquement la puissance de Luffy. Au final, ça sera vite abandonné par Oda, et tant mieux. Chapitre 478. Nightmare Luffy. Vous l'avez attendu, nous y arrivons enfin, l'une des formes préférées de Luffy parmi les lecteurs, encore une fois, le Nightmare Luffy. Il doit s'agir de sa seule forme qui est à l'origine du pouvoir d'un autre ennemi. Rappelez-vous, Moria possède le pouvoir des ombres grâce à son Kage no Mi, permettant donc de s'approprier les ombres d'autrui ainsi que de certaines de leurs capacités. On pourrait se tromper en disant que c'est grâce à son propre fruit du démon que Luffy est parvenu à contenir toutes ces ombres, mais en réalité c'est grâce à sa volonté. Comme l'explique Lola, une ombre dans un corps déjà vivant et qui n'est pas le sien ne peut rester que 10 minutes en place. De plus, ce n'est que la volonté qui est à l'origine du nombre d'ombres que peut accueillir ce corps. On ne représente plus la volonté sans faille de Luffy qui lui a permis à de nombreuses reprises de venir à bout de puissants adversaires, ce qui a donc bien évidemment été une nouvelle fois le cas avec Moria. En bref, Luffy a cumulé plus de 100 ombres de 100 personnages aux aptitudes différentes. L'un des moments marquants est son étonnante aisance au katana dû à l'ombre d'un sabre réputé de la marine. On y retrouve donc un Luffy littéralement surpuissant capable de très largement tenir tête à la puissance légendaire d'Oz. Les quelques minutes qu'il possédait pour mettre à mal Moria et Oz auraient pu être suffisantes si le démon n'était pas un mort-vivant ne ressentant aucune douleur. Cette forme est aujourd'hui particulièrement demandée par les fans dans une deuxième version avec une alliance Moria-Luffy contre Kaido, étant donné qu'ils ont chacun un compte à régler avec l'empereur. Ça tire beaucoup du fantasme, hein. Mais bordel, je paierai pour voir ça, je vous jure, c'est le fanboy qui parle là. Chapitre 546. Champion Luffy. Cette forme-ci, contrairement à la précédente, n'est pas à l'origine du pouvoir d'un ennemi, mais plutôt d'un nouvel allié. Luffy a toujours été fasciné par les trucs de mecs, genre robots, etc. Alors quand Mr. Tree crée une sorte d'exosquelette de cire, il est parfaitement logique de voir Luffy totalement en extase. D'après ses dires, il ne s'est même jamais senti aussi cool qu'à ce moment présent. Donc, au chapitre 546, Mr. Tree lui a fabriqué des renforts en cire pour toucher Magellan, sans risquer de prendre trop de dégâts à cause du poison, donnant lieu à un Luffy vraiment stylé. Malheureusement, malgré toute la bonne volonté du monde, la cire n'était pas suffisamment résistante face au terrible effet corrosif du poison de Magellan. La durée de vie du Candle Champion a donc été très courte. Il n'en reste pas moins que cette combinaison de l'élastique et de la cire, même si elle fut opposée pendant un certain temps, était vraiment intéressante à voir et prouvait qu'avec de bonnes synergies, même les fruits à l'apparence ridicule peuvent être très puissants. Luffy post-ellipse. On rentre dans le vif du sujet. Enfin, 2 ans se sont écoulés, 2 ans destinés à l'entraînement de nouvelles techniques et surtout à l'apprentissage du haki. Luffy a donc désormais un niveau totalement différent d'avant, et ça il l'a très bien montré dès son introduction, après tout ce temps écoulé. Je suis sûr que vous vous en souvenez tous, on venait tout juste de retrouver les Mugiwara quand les puissants pacifistas sont intervenus pour les freiner dans leur progression. Alors bon, quand on parle de pacifistas, on voit quand même les colosses d'acier qui ont nécessité l'attaque ultime de chaque Mugiwara à l'époque pour être mis hors d'état de nuire. Sauf que finalement, dans ce cas précis, c'était le meilleur punching ball qu'Oda aurait pu intégrer dans One Piece, puisque d'une, les pacifistas ne servent plus à rien, on va pas se mentir, hein, et de deux, Luffy a pu donner un avant-goût de sa nouvelle puissance en one-shotant littéralement le robot. Donc on a pu voir la nouvelle force et rapidité de Luffy, mais aussi et surtout l'utilisation du haki, puisque c'est la grande nouveauté de l'après-ellipse. Il sait désormais utiliser le haki des héros en pleine conscience, ainsi que celui de l'armement et de l'observation. Pas de changement particulier sur le physique, contrairement aux autres, excepté l'apparition de sa cicatrice. Luffy est resté tel qu'il a toujours été pour le bien de tout le monde. Chapitre 601. Le Gear Second post-ellipse.
Bien évidemment, après l'ellipse, nous retrouvons notre bon vieux Gear Second. Pas de changement particulier non plus, excepté que Luffy l'active désormais beaucoup plus vite. Plus besoin de prendre cette légendaire pause, ce qui, on va pas se cacher, fait un petit pincement au cœur tant elle était emblématique. Il n'y a plus qu'à étirer son poing et le gear est activé. En soi, rien n'a réellement changé, excepté l'utilisation du haki et l'apparition d'une nouvelle et intrigante technique, le Red Hawk. Avant le Gear Force, je pense que le Red Hawk a été la technique la plus surprenante de Luffy après l'ellipse, puisqu'elle se caractérise par la génération de flammes sur son poing. Encore aujourd'hui, nous ne connaissons pas l'origine de cette technique, à part les multitudes de théories à son sujet, rien n'a été encore officiellement dit ou annoncé. C'est pour l'instant le seul mystère qui demeure concernant cette technique et cette forme qui n'est désormais plus autant utilisée qu'avant, bien malheureusement. Chapitre 605. Le Gear Third post-ellipse. Après le Gear Second, on passe évidemment au Gear Third qui pour le coup a regagné un véritable intérêt dans cette nouvelle version. En effet, à l'époque, le Gear Third n'était pas si intéressant que ça puisqu'il bloquait Luffy dans une taille réduite pendant plusieurs minutes comme on le disait plus tôt. Là, désormais, il peut gonfler simultanément ses deux bras armés en haki et ainsi donc utiliser des techniques qu'il utilise de base en forme normale, tel le Gatling Gun qui devient maintenant l'Elephant Gatling Gun. Une fois de plus, une attaque élémentaire fait son apparition avec le Gomu Gomu no Tor, Elephant Gun qui, pour le coup, semble donner l'impression que Luffy puisse générer de la foudre avec cette attaque. Ce gear devient avec le temps de moins en moins utilisé, car il laisse la place à une toute autre technique, la botte secrète de Luffy. Chapitre 784. Gear Force. Bondoman. Bon, au début, on va pas se mentir, c'était pas le gros kiff du côté esthétique de la transformation. Enfin, personnellement, en tout cas, j'avais un petit peu galéré à m'y faire. Mais justement, retrouver un Luffy aussi monstrueux que la version Nightmare, ça a un sacré charme. Puis avec le temps, on s'y fait et pour le coup, le Gear Force est même désormais devenu l'une de mes préférées. La combinaison du haki et de toutes ses précédentes techniques en une seule et même forme est la grande particularité de ce gear. C'est la forme qui a montré tout l'intérêt d'un entraînement intensif de 2 ans, surtout quand on voit qu'il est même parvenu à maîtriser l'un des 6 pouvoirs, le Geppo. Je pense que le plus grand atout du Gear Force est surtout sa polyvalence. Contrairement à ses autres techniques qui privilégient une ou deux aptitudes particulières, ce gear là est aussi intéressant en défense, comme on a pu le voir quand Luffy lie l'élasticité de son fruit à son haki l'armement, et bien sûr en puissance puisque son attaque King Kong Gun était, ou est même toujours, la plus puissante technique de tout son panel et tout gear inclus. Maintenant, voyons ces deux variantes. Chapitre 842. Gear Force Tankman. Et oui, ce gear a 2 transformations distinctes à ce jour, ce qui est donc une première dans les techniques de Luffy. Tandis que le Bondman se concentre sur une puissance de frappe très lourde et une certaine mobilité, le Tankman, lui, est le parfait opposé. Cette forme est apparue pendant seulement un chapitre pour vaincre Crackers et n'avait pas de technique particulière étant donné que Luffy ne pouvait à peine bouger. C'est d'ailleurs pourquoi, aujourd'hui encore, certains remettent en question la pertinence de ce gear et pensent qu'il n'est juste qu'une sorte d'Aqua Luffy, c'est-à-dire un ressort comique. En effet, Luffy ne l'ayant plus réutilisé depuis le temps, on se demande si c'est une réelle forme ou pas. D'autant plus que s'il a pu utiliser le Tankman, c'est seulement après avoir ingurgité pendant des heures et des heures les biscuits de Crackers. L'interrogation est de savoir s'il pourra un jour réutiliser cette technique ou non. Pour l'instant, dans l'état actuel des choses, il n'a pas grand intérêt à ce qu'elle réapparaisse. Malgré tout, je pense que Luffy la mettra au goût du jour, puisque le Tankman avait une particularité déjà présente chez le Bondman, c'est-à-dire le haki élastique. Sûrement premier signe de l'éveil de son fruit, Luffy était donc parvenu à rendre son haki l'armement à la fois dur et aussi malléable que le caoutchouc. Cette forme a donc de grandes chances de revenir d'une façon ou d'une autre. Chapitre 895. Gear Force Snakeman. Nous y arrivons, la 3e et dernière forme actuelle du Gear Force de Luffy, le Snakeman. Forme basée davantage sur la vitesse d'exécution, elle a permis à Luffy de surprendre Katakuri en l'assénant d'une multitude de coups, l'empêchant ainsi de prédire tous ses mouvements. Le Snakeman est une forme assez particulière, puisqu'elle se base, pour l'instant, uniquement sur des coups portés avec les mains préalablement étirées sur plusieurs mètres pour prendre un élan considérable. D'ailleurs, la forme Bondman avait plus ou moins annoncé ce gear puisqu'une technique nommée Gomu Gomu no Culverin reprend exactement le même concept de bras étirés dans tous les sens pour finalement frapper l'adversaire. Pour l'instant, il est assez dur de le placer sur une échelle de puissance en comparaison avec le Bondman. Dans la logique, chaque gear est censé avoir sa particularité et le Snakeman aurait donc celui de la vitesse tandis que le Bondman aurait celui de la puissance. Malgré tout, cette forme est intéressante de son physique à son panel de techniques et laisse présager encore d'éventuelles nouvelles variantes au Gear Force. D'ailleurs, je vous laisse le lien de ma vidéo sur toutes les éventuelles transformations que Luffy pourrait adopter à l'avenir dans ses gears, ça pourrait peut-être vous intéresser. Et bien voilà les bros, normalement je pense avoir loupé aucune forme de Luffy et avoir pris en compte tous ses états combatifs depuis le début de One Piece. Si jamais j'en ai manqué, n'hésitez pas à me le faire remarquer. J'espère que cette petite rétrospective vous aura plu. Outre un aspect théorique, le but était vraiment surtout de vous faire passer un bon moment nostalgique devant cette petite vidéo. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt les bros. Peace.